Bienvenue à tous dans Économie le Max sur i24 News, édition spéciale aujourd'hui sous le signe de l'agriculture. C'est parti pour cette spéciale. Et d'abord, une agriculture sous la menace. On part en Californie, grenier de l'Amérique. Va-t-il falloir s'habituer à ces scènes de désolation? La chaleur, 38 degrés, la sécheresse inédite pour la saison préoccupe les autorités. Ces dernières semaines, des milliers de personnes ont fui les violents incendies. Pour les agriculteurs, le coût du sinistre avoisine déjà les 2 milliards de dollars et une quinzaine de milliers d'emplois sont menacés. Johanna Citruc. 4000 hectares ont déjà brûlé et quelques 25 000 maisons ont été évacuées. La région de San Diego souffre d'une sécheresse historique. Des températures proches de 40 degrés qui favorisent la propagation des feux. Ce qui nous fait le plus peur aujourd'hui, c'est la température. Il y a très peu d'humidité et la très forte chaleur assèche tous les champs qui sont déjà très secs. Ça nous inquiète beaucoup car dans ces conditions, le feu prend très rapidement et ça brûle très vite. D'après une étude publiée lundi, les agriculteurs pourraient perdre 1,7 milliard de dollars à cause de cette sécheresse. Mais c'est la vallée centrale de Californie et c'est près de 3 millions d'hectares au centre de l'État qui pourraient pâtir le plus de cette situation, avec la possible perte de plus de 14 000 emplois. Des conséquences que beaucoup considèrent être celles du réchauffement climatique. Ces conditions sont la conséquence du réchauffement climatique. Depuis 10 ans, depuis le début de ce siècle, il a fait très chaud. Il n'y a pas eu une seule année sans qu'une grande partie du sud-ouest connaisse la sécheresse. Pourtant, les autorités de Californie sont moins alarmantes. Elles considèrent que la sécheresse ne devrait pas avoir d'impact significatif sur l'économie locale, puisque l'agriculture ne représente que 3% du PIB de l'État. Alors changement de continent, mais avec toujours le même problème. Au Liban, le manque de pluie se fait cruellement sentir. On assiste cette année à la pire sécheresse depuis 80 ans. L'eau se fait rare, des coupures sont imposées régulièrement et la population n'a pas le choix. Elle modifie certaines de ses habitudes. Pour l'agriculture, 12% du PIB national, eh bien, le danger est bien réel. Regardez. Dans la vallée de la Bekaa, dans l'est du Liban, Abou Hosni Al-Kordi vient comme tous les jours inspecter ses choux. Mais cette année, la récolte est mauvaise, en cause des pluies trop rares depuis des mois. À cause du manque de pluie au Liban cette année, la récolte a baissé de 50% et on a peur d'une sécheresse à venir. Au Liban, en plus de la pluie, les agriculteurs utilisent l'eau des rivières qu'ils dérivent via des canaux. Mais cette saison, il a plu environ 2 fois moins que d'habitude. Et malgré 40 cours d'eau, le pays connaît la pire sécheresse depuis 80 ans. Des coupures d'eau sont déjà régulières dans la capitale Beyrouth. Certains experts mettent en cause des problèmes d'infrastructure et un large gaspillage. Le gaspillage doit être arrêté au niveau municipal. Le lavage des voitures, c'est comme en France. Il y a le préfet qui publie un décret qui dit « vous n'avez pas le droit d'arroser les pelouses ». Au Liban, il est courant de faire laver sa voiture plusieurs fois par semaine. Naturellement, une habitude qui aggrave le manque actuel. Pour remédier à ce problème, une entreprise libanaise, Just Wash, propose de se déplacer pour laver les voitures en utilisant un minimum d'eau. On nettoie les voitures avec moins d'un verre d'eau, entre 100 et 150 millilitres, alors que les autres stations utilisent en moyenne 150 litres d'eau. On fait ça pour lutter contre le gaspillage d'eau au Liban, parce que ça va commencer à être difficile de trouver de l'eau. La sécheresse met en danger l'agriculture libanaise qui représente 12% du PIB et fragilise encore la situation sanitaire du million de réfugiés syriens arrivés au Liban ces 3 dernières années. Et on reste au Moyen-Orient avec cette problématique. Comment développer l'agriculture dans des conditions impossibles? On part dans le désert du Negev au sud d'Israël, un désert qui fleurit, 100 tonnes de fruits et légumes produits chaque année. 2 tiers du total des exportations israéliennes sont assurés par cette région aride. Une réussite spectaculaire et un savoir-faire qui rayonne sur toute la région et même bien au-delà, vous allez le voir. Mel Ben-Oliel s'est rendu sur place en janvier pour le salon annuel. Regardez. Plus de 50 degrés à l'ombre l'été, pas beaucoup moins en hiver et seulement 3 cm d'eau de pluie par an. Et pourtant, c'est ici, en plein désert, dans la vallée de l'Arava, à mi-chemin entre Jérusalem et Eilat, que sont produits une grande partie des fruits et légumes consommés par les Israéliens.
Et pas seulement. Malgré le manque d'eau et le climat désertique de la région, 66% des fruits et légumes israéliens exportés proviennent d'ici, de l'Arava. Soit environ 100 tonnes d'aliments par an qui se retrouvent dans les étals européennes. Pour la 23e année, la région de l'Arava a ouvert ses portes au public, le temps du salon de l'agriculture israélien. Et ici, dans ce désert, les chameaux ont remplacé les vaches normandes. Vous trouverez ici toutes les entreprises du pays qui ont un rapport avec l'agriculture. De l'entreprise spécialisée dans les graines jusqu'à celle qui construit des tracteurs. Ce salon est aussi une fête pour tous les agriculteurs du pays, c'est même le festival de l'agriculture. Au programme donc, rencontre avec les producteurs locaux, découverte de nouvelles technologies et visite des fameuses serres. Nous réalisons ici une expérience qui consiste à chauffer ou refroidir les racines de nos plantes potagères à l'aide d'un radiateur souterrain. En été, nous refroidissons la température des racines et en hiver, nous les réchauffons. Cette technique nous permet d'augmenter nos productions de 30% en moyenne. L'occasion aussi pour les 50 000 visiteurs de ce salon de faire connaissance avec le centre de recherche et ses nombreux travaux. Des projets qui dépassent même les frontières du pays. Je m'appelle Zeynab Taïeh, je suis d'Amman en Jordanie. Je suis ici pour tenter de trouver un remède contre le cancer à partir des plantes qui poussent ici, dans la vallée de l'Arava. Parmi les visiteurs du salon, beaucoup sont spécialement venus de l'étranger. C'est vraiment très impressionnant. J'ai visité chaque serre une par une et j'ai vu comment ils élèvent les tomates et les poivrons avec l'aide de nouvelles technologies, comme celle du radiateur qui réchauffe ou refroidit les racines. Considérée comme un modèle du genre, l'agriculture israélienne en conditions impossibles est devenue un acteur majeur à l'échelle internationale. Et la région d'Arava est le théâtre de son succès. Et si la paix au Proche-Orient passait par l'eau, certains responsables israéliens, jordaniens et palestiniens en sont persuadés. En décembre dernier, ils ont signé à Washington un compromis sur des échanges d'eau potable. 11 ans de négociations pour un accord historique dans une région sujette aux pénuries. La désalinisation de l'eau de mer apparaît comme une solution et un espoir aussi pour sauver la mer morte. Reportage d'Anthony Lesme. Après des années de négociations, un accord a été trouvé à Washington entre Jordaniens, Palestiniens et Israéliens pour le transfert d'eau potable entre les trois régions. Un signe encourageant alors que le processus de paix entre l'État hébreu et l'autorité palestinienne piétine. Je tiens à souligner que cet accord a été supervisé et soutenu par le Premier ministre Netanyahou ainsi que par le roi Abdallah et le président Abou Mazen. Ensemble, ils montrent ainsi que lorsque les dirigeants sont vraiment prêts à parvenir à un accord, il peut être atteint. Et espérons que cet accord sera une lueur d'espoir pour un futur accord de paix global dans la région. Pour l'heure, l'accord porte sur la construction d'une usine de dessalement à Aqaba, dans le sud de la Jordanie, au bord de la mer Rouge. Elle devrait produire 80 millions de mètres cubes d'eau potable par an. Environ 50 millions de mètres cubes devraient permettre d'alimenter Israël, en particulier la ville touristique d'Elat. En échange, Israël va fournir la même quantité d'eau à la Jordanie dans le nord du pays, en pompant dans le lac de Tibériade. Une manne appréciable pour la Jordanie et sa capitale qui souffrent d'un manque d'eau exponentiel. La Jordanie est le troisième pays au monde à souffrir de pénurie d'eau. C'est pourquoi l'eau veut dire beaucoup pour nous et on ne joue pas vraiment quand on a sur la table des projets d'approvisionnement en eau. Reste la question du rejet des eaux saumâtres. L'accord prévoit qu'elles soient rejetées dans la mer Morte, mais aucun financement n'a encore été bouclé. Quelqu'un doit payer 400 millions de dollars pour construire un pipeline inutile qui irait d'Aqaba à la mer Morte et quelqu'un doit payer la maintenance du pompage sur les 200 km entre Aqaba et la mer Morte. Un coût non négligeable. Le rejet des eaux dans la mer Morte a pour but de sauver de l'assèchement la mer millénaire. Une fausse bonne idée pour les écologistes qui assurent que le mélange des eaux de la mer Rouge à celle de la mer Morte serait néfaste. Mélanger les eaux saumâtres aux eaux de la mer Morte produirait, on le sait, des conséquences écologiques indésirées, comme une forte croissance d'algues et un blanchiment de la mer. Côté palestinien, l'accord n'a pas non plus été applaudi par tout le monde. Il spécifie que Ramallah pourrait acheter à moyen terme 25 millions de mètres cubes d'eau à Israël, seulement lorsque l'usine d'Aqaba fonctionnera à plein régime.
Une solution commerciale qui pourrait fonctionner d'ici plusieurs années, alors que les besoins sont immédiats. D'un point de vue israélien, les Palestiniens sont considérés comme des consommateurs et non comme un partenaire. Si on veut la paix, on devrait revenir à ce qui était prévu à l'origine, c'est-à-dire à ce que tous les pays concernés s'assoient ensemble et répartissent l'eau, non seulement pour les besoins domestiques, mais également pour faire face à d'autres secteurs d'État. Au Moyen-Orient, la question de l'eau divise plus qu'elle ne rapproche. Mais cet accord a au moins le mérite de solidifier le partenariat entre Jordaniens et Israéliens, même s'il ne contente toujours pas les Palestiniens. Allez, un peu plus à l'est, le Pakistan s'est déjà fait un nom, une place sur le marché mondial de la mangue. 4e producteur, 1 700 000 tonnes par an. Mais l'ambition aujourd'hui d'Islamabad, c'est la première place. Malgré ses retards dans le secteur, le pays veut tirer les leçons des déboires de l'Inde voisine, dont les récoltes ont été mises à mal par un moucheron. Reportage à Multan. Dans quelques semaines, elles seront mûres à point. Mais c'est en ce moment que tout se joue. Les producteurs de mangue pakistanais ont décidé de lutter contre la drosophile, un petit moucheron qui fait des ravages dans les vergers et qui a coûté à l'Inde son contrat avec l'Europe. Le Pakistan est le 4e producteur de mangue de la planète avec 1 700 000 tonnes de fruits par an. Mais seulement 5% sont exportés, alors les cultivateurs comptent sur les autorités pour les aider à se faire une place sur la scène internationale. Nous leur demandons de faire le même travail qu'ils font avec la dengue, avec la polio. Nous pouvons éradiquer ce fléau. Et si tout se passe bien, nous pourrons récupérer une partie de ce marché qu'avait l'Inde avec l'Union européenne. Les mouches ne sont pas le seul problème auquel les agriculteurs font face. Les incessantes coupures de courant arrêtent les systèmes d'irrigation régulièrement, ce qui a un impact direct sur la taille des fruits. Mais en 10 ans, les pratiques ont déjà été bouleversées, car pour séduire les clients européens, il faut s'adapter. La mondialisation a amélioré nos connaissances et notre façon de travailler. Cela a changé mon travail. Je plante davantage d'arbres sur la surface donnée et le résultat final, c'est-à-dire la production de fruits, a énormément augmenté sur mon terrain. Le Pakistan est un pays dont l'économie dépend encore largement de l'agriculture. Une agriculture traditionnelle qui se fait à bras d'hommes. Le problème, c'est que ce n'est pas compétitif, mais les commerçants espèrent quand même séduire le marché européen. Nos mangues rapportent moins à l'export que sur le marché pakistanais. Mais le Pakistan a besoin de devises étrangères. C'est pour ça que nous sommes d'accord pour vendre nos mangues 60 roupies le kilo là-bas plutôt que 70 ici. La seule raison, c'est que nous avons besoin de dollars. Les insectes et le manque d'eau ne font pas peur aux Pakistanais. Ils comptent bien profiter de cette manne et avec l'encombrant voisin indien qui disparaît du marché européen, ils visent la première place. Mais l'UE a prévenu le Pakistan, cette saison sera un test. Le pays des purs va devoir prouver que ses mangues sont bien les meilleures. Et pour finir, quoi de plus appétissant que le chocolat? Son succès traverse les générations. Le marché mondial pèse aujourd'hui entre 60 et 70 milliards de dollars par an. Alors 70% de la production mondiale est assurée par les pays d'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire en tête. Mais ces dernières années, l'offre peine à suivre l'évolution de la demande. En Asie du Sud-Est, certains l'ont bien compris. Le Vietnam s'invite sur un secteur alléchant. Johanna Citruc. Noir, au lait, aux noisettes ou aux éclats de fèves de cacao. Le chocolat séduit tous les palais. Aujourd'hui, sa demande dépasse même la quantité disponible à travers le monde. Jusque-là, les pays d'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire en tête, assuraient plus de 70% de la production mondiale. Mais cette tendance est en train de changer, particulièrement depuis que le Vietnam est entré dans la course. Une aubaine pour l'industrie qui tente de diversifier ses sources afin de minimiser les risques en cas de chute de la production à cause du vieillissement des arbres ou des troubles politiques. Ce n'est que depuis 2004 que le cacao au Vietnam s'est vraiment développé. Donc c'est encore au tout début du développement. Il va y avoir quelques défis à relever. Le pays communiste produit environ 5000 tonnes de cacao par an. En 2011, 2 entrepreneurs français ont anticipé la tendance et créé la première chocolaterie du Vietnam, Marou. Nous sommes le premier producteur au Vietnam à tout faire, de la fève à la barre, ce qui signifie que nous contrôlons le processus vertical.
Nous sélectionnons le cacao à la ferme et nous fabriquons le produit fini que nous vendons au Vietnam et que nous exportons. Nous sommes aussi le premier fabricant de fèves en Asie à faire de l'exportation de chocolat de qualité. Odeur, couleur, texture, goût, rien ne leur échappe pour sélectionner les grains de qualité qu'ils transforment ensuite en un produit haut de gamme. C'est un atout face à leurs concurrents indonésiens qui ont, eux, tendance à privilégier la quantité. C'est notre façon d'encourager les fermiers à faire du travail de qualité, en payant seulement pour les sacs que l'on sélectionne. On n'achète pas tout, mais nous payons beaucoup plus pour ce que nous choisissons. Aujourd'hui, Marou exporte depuis son usine d'Ho Chi Minh Ville près de 2 tonnes de chocolat chaque mois vers une quinzaine de pays à travers le monde entier. Voilà, des débuts encourageants. Et c'est tout pour cette spéciale agriculture d'économie de MAG. Merci à vous de nous avoir suivis. La suite de vos programmes, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.